Un coach à la une. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, je vous propose de nous intéresser au lien entre le théâtre et le coaching. Pour explorer ce thème, je reçois Carole Prochowski, cette consultante franco-américaine, experte dans la prise de parole, s'est très tôt intéressée au sens intrinsèque du discours. Formée à la comédie à l'Actors Studio de New York et au coaching à Paris 8 notamment, elle accompagne différents types de clients avec des outils empruntés au monde du théâtre afin de leur permettre de déployer tout leur potentiel. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Cet épisode d'Un coach à la une nous rappelle que le coaching est une pratique qui se nourrit de plusieurs disciplines et que les ponts interdisciplinaires constituent une chance unique d'apprendre ensemble. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Carole Prochowski, bonjour. Bonjour David. Est-ce que tu peux nous partager le cheminement par lequel tu es arrivé au coaching ? Oui, il est plutôt divers. Moi, au départ, je viens du théâtre. J'ai commencé à jouer sur scène et à me former en même temps. Et je me suis aperçue que je passais beaucoup plus de temps en arrière-plan à me renseigner sur l'environnement des personnages, l'aspect historique, l'aspect sociologique, une espèce de compréhension comme ça du système des œuvres, que sur l'action du plateau. Je pense que ça s'est vu assez vite par mes pairs qui m'ont assez rapidement proposé de la mise en scène et de la direction d'acteurs. Il y avait une sorte de curiosité pour le sens, pour l'écosystème qui a conduit à la création de l'œuvre ? Oui, absolument, sur un écosystème de l'œuvre et surtout d'aller challenger des points de vue extrêmement forts qu'on peut avoir. Je pense que l'art et en particulier le théâtre dénonce beaucoup ces environnements dans lesquels on va aller revisiter des points de vue extrêmement affûtés, mais qu'il va falloir justifier. Et dans la justification, du coup, ça nous permet peut-être de se rapprocher un peu plus de ce dont on n'est pas ou qu'on ne comprend pas. Et l'intérêt vraiment très vaste de cette première trame a beaucoup enrichi ma pratique de l'accompagnement. Ça a vraiment stimulé énormément mon imaginaire et la chance quelque part de travailler dans des milieux théâtraux auprès desquels moi je me suis formée a vraiment permis d'avoir une sorte d'éventail d'outils, de techniques théâtrales qui ont vite imprégné ma vie, mais au-delà du théâtre. Et curieusement, dans les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, elles étaient quand même sollicitées par d'autres intervenants, pas que des acteurs. On avait d'abord de façon individuelle pas mal d'avocats qui essayaient de développer leur plaidoirie, des politiciens, quelques chefs d'entreprise. Et tout d'un coup, je me suis aperçue de la portée de ces outils-là, de l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour d'autres environnements, du plaisir qui s'instaure aussi à pouvoir profiter pour des gens qui ont une expertise comme ça très affûtée de leur environnement et qui est très mentale, et de pouvoir potentiellement s'apercevoir qu'il y a des fenêtres sur d'autres formes de langage qui peuvent servir à d'autres univers. Peut-être parler un petit peu aussi, sans rentrer trop en détail dans ton parcours, de ton biculturalisme, puisque tu as une partie de ta famille aux États-Unis, me semble-t-il, et tu as fait une partie de tes études à New York. Oui, absolument. Ma première rencontre avec le théâtre, elle s'est faite aux États-Unis. J'étais totalement bluffée par des environnements d'improvisation dans lesquels on permettait de reconstruire des situations et de faire jouer différents protagonistes. Donc ça a été ma première expérience. Et puis après, j'ai travaillé très dur pour intégrer une école qui s'appelle l'Actors Studio, dans laquelle j'étais résidente pendant 3 ans et demi, et dans laquelle on a parcouru différents outils sensoriels, imaginaires. Et ce qui était intéressant dans cette école-là et dans les autres que j'ai pu faire après, c'est que les institutions n'étaient pas du tout d'accord les unes avec les autres sur ce qu'il fallait utiliser. Il y avait un éventail d'approches en fait. Un éventail d'approches et avec vraiment des débats très scindés sur ce qui marche et ce qui marche pas. Moi, j'ai fait le choix de faire une immersion sur ces différentes techniques et de voir ce qui marche ou pas sur moi. Et c'est ce que j'ai présenté après quand j'ai enseigné le théâtre et que j'ai monté ma propre structure et qui m'a permis de faire une sorte de cocktail de ces différents outils et de permettre aux acteurs de faire leur choix. Tu as fait une sorte de synthèse de ce que tu retiens de tes différentes formations, de ce qui t'a semblé efficace et tu les proposes aux acteurs qui viennent te solliciter. Oui, il y a une première année vraiment d'exploration qui est vraiment une exploration en totale ouverture et on voit à partir de là ce qui s'ancre pour que justement ça devienne plaisant, dynamique, très actif et surtout partagé. Est-ce que tu peux nous partager comment tu es venu au coaching et notamment tu as fait la formation aux États-Unis également ? J'ai fait des petites formations de coaching aux États-Unis.
Je trouvais que même pour les acteurs, c'était très important de comprendre la notion du cadre et d'avoir un paramètre très clair sur dans quel cadre on travaille, sous quel format, sous quelle fréquence et vers quoi on va. Parce que je trouvais aussi que énormément d'enseignants en théâtre manquent de cadre. Un acteur, ça se doit de travailler avec ses émotions, mais ça n'est pas émotionnel. Faut faire la nuance entre l'intime et le privé. Et je trouvais que c'était assez pertinent de, tout d'un coup, de me retrouver dans un environnement dans lequel les compétences, les paramètres d'accompagnement professionnel permettaient d'être intégrés à différentes formes d'outils. Il y a aussi le fait que j'avais de plus en plus un public très différent finalement des acteurs qui me sollicitaient. Et du coup, ça me permettait de rentrer dans des environnements qui n'étaient pas liés au théâtre. Donc l'entreprise, le faire de façon dynamique et avec une fréquence plutôt soutenue, m'a obligé quelque part à aller me renseigner sur ces différents environnements et de comprendre les systèmes. Donc quand on dit comprendre les systèmes, c'était comprendre les langages de l'entreprise, quelles sont les prérogatives, qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie, qu'est-ce qui se passe dans une équipe interne, comment un manager gère ces différents environnements d'équipe. La formation, en particulier celle que j'ai faite à Paris 8, permettait vraiment de comprendre ces différents modèles. Et moi, ce que j'ai vu là, c'est vraiment un puisement d'informations extrêmement riche. Ça m'a mis du temps. C'est pas évident de savoir en tant qu'artiste comment on arrive à se fondre. La première intention que j'avais, c'était d'adaptabilité à l'entreprise. Et je l'ai cassé, ça. Il y a un moment où j'ai dit, j'arrête de créer un uniforme qui me fonde totalement, mais au contraire, d'aller puiser sur ma différence et d'en faire quelque chose de pertinent pour eux et d'enrichissant. L'idée, c'était d'instaurer un dialogue et après de comprendre comment on forme ces formations, ces stages, qu'est-ce qui doit être mis en place en termes de mission. Donc aujourd'hui, tu es à la fois coach, tu fais aussi de la mise en scène, j'imagine, de temps en temps. Comment ça s'imbrique tout ça? Parce que c'est deux mondes très très différents. L'artère du théâtre, pour moi, elle ne s'arrête jamais d'être retravaillée, revisitée. Donc c'est un muscle que je persiste à vouloir échauffer. Et à partir de là, de la même façon pour l'entreprise, ce sont des environnements qui sont en mutation, où on implique quand même maintenant énormément de transformation d'organisation. J'ai l'impression d'avoir comme ça deux paramètres, deux quilles dans lesquels il y a une sorte d'évasion pour moi dans le théâtre, une sorte de message intrinsèque qui me permet de parler du monde, de pouvoir intégrer ce qui se passe au-delà de moi, au-delà de ma bulle. Et de la même façon, je trouve que dans l'entreprise où il y a des puissances d'organisation qui permettent de muter des environnements, de changer le monde, je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une artère créative qui dit on a deux façons de le faire. Tu disais en fait, à un moment donné de ta carrière, des avocats sont venus te solliciter pour les accompagner, etc. À quel moment tu t'es rendu compte que ça pourrait être, je sais pas si on peut parler de vocation, mais en tout cas une mission qui t'intéressait vraiment et dans laquelle tu pouvais apporter quelque chose de cohérent? Pour moi, il y a toujours une grande curiosité à aller vers des domaines que je ne connais pas bien, de comprendre la raison d'être d'un projet, de comprendre le sens qu'on y met derrière. Alors pour un avocat qui fait une plaidoirie, le sens est quand même très accru. C'était très intéressant de savoir comment moi, j'allais pouvoir accompagner à mettre en forme. Et c'est un petit peu pareil dans des environnements auxquels j'avais pas nécessairement pensé pouvoir m'investir, que ce soit la finance, que ce soit l'industrie agroalimentaire. J'ai quand même beaucoup travaillé après avec des designers. Alors ça aussi, c'était très intéressant parce que c'est le monde de l'art, mais c'est pas tout à fait le mien. C'est des univers très différents quand même. C'est quand même très disparate, ouais. À chaque fois, il y a une exploration, j'imagine, un décryptage oui. des valeurs, de l'ADN de chacun de ces secteurs à intégrer pour toi. Oui, et du coup, c'est quand même énormément de recherche de ma part, quitte à aller vraiment vers une façon assez active de me former, d'intégrer des séminaires, de participer à des colloques. Parce que ce qui est toujours intéressant dans ces cas-là, c'est la rencontre. Je me suis toujours intéressée à des environnements dans lesquels je me retrouvais avec des protagonistes qui quand même révélaient une certaine vocation, une certaine passion. Et à partir de là, il y a une sorte de suivi parce que je comprends l'intérêt qu'on puisse avoir pour ce type d'environnement. Alors Carole, s'agissant du coaching, à proprement parler, quelle formation as-tu suivie ? J'ai suivi une formation à Paris 8, qui est le DESU en pratique du coaching, qui était une très bonne fondation à pouvoir élargir les différentes possibilités d'approche et d'environnement du coaching. Et à partir de là, en suivant les accompagnements que j'avais, j'ai renforcé certains aspects qui, moi, me paraissaient pertinents. Par exemple, je suis allée au Palo Alto Institute où j'ai fait une formation.
On entend souvent parler d'acteurs et d'actrices qui ont recours au service d'un coach. Quelles sont les similitudes et les différences quand on parle de ce type de coaching et du coaching professionnel ? Il y a une grande similitude, c'est la notion du cadre. Et de pouvoir créer les paramètres dans lesquels on est en accord, aussi bien avec un acteur qui a 3 prérogatives, c'est d'intégrer l'œuvre, de comprendre les enjeux de la production et de travailler sur le soi. Et de la même façon, quand on est dans un coaching professionnel, on a un objectif, un cadre de travail qui nous permet, si on est en bipartite, de se mettre en accord sur les besoins, quelle est la demande, de trouver un langage commun, d'expliciter les outils qui vont m'amener moi à l'accompagner. Moi, je suis là pour stimuler, mais l'autre est vraiment maître de cette situation. On va générer en fait et échauffer quelque chose qui est déjà présent, mais j'accompagne pour que ce soit le plus bienveillant, rassurant, cadrant possible. Qu'est-ce que la formation de coach t'a appris que la formation d'actrice ne t'avait pas appris ? Il y a quelque chose de très intéressant dans le développement du coaching professionnel, de pouvoir créer un environnement dans lequel on va stimuler les possibles. Pour un acteur, il y a des fois où, quand on est dans une zone blanche, où ça patine, où on a l'impression qu'on n'arrive pas, aussi parce qu'il y a des creux de carrière, c'est extrêmement endurant. Et tout d'un coup, le fait de pouvoir avoir une plateforme professionnelle permet de dépersonnaliser le problème. Le mot phare pour moi dans le coaching professionnel, c'est quand même la position méta. Parce que ça permet d'avoir des angles de vision à distance qui permettent de se détacher de la situation. Et ça, pour moi, c'est un outil phare. Comme je disais tout à l'heure que la pratique créative, c'est un muscle qu'on échauffe, la posture d'un coach, c'est pareil. Pour trouver sa bonne place, pour ne pas faire de conseils. Être invisible sans l'être, c'est quelque chose qui se pratique. Et par rapport au métier de metteur en scène, parce qu'il y a aussi ce parallèle-là, Je pense que tout acteur devrait passer par de la mise en scène parce que déjà, ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que diriger. Et il y a les autres métiers autour qu'on apprend à découvrir. On apprend ce que c'est que la scénographie, on apprend ce que c'est que le son, on apprend ce que c'est que le travail de lumière, le travail de régie. On découvre sans devenir expert et on apprend aussi, et c'est là où la notion encore du cadre est importante, c'est que dans la partie d'un acteur, il y a la partie créative et il y a la partie productive, de savoir générer le cadre dans lequel il va travailler. Et de pouvoir protéger ses droits, protéger son travail, savoir ce que c'est que produire un projet pour devenir une entité. Toi qui ne viens pas du monde de l'entreprise, le fait de passer par la mise en scène t'a aidé à mieux comprendre ce qu'était le rôle du manager, par exemple ? Ah oui, absolument. Il y a des positions hiérarchiques qui sont beaucoup plus difficiles à tenir que d'autres. Je pense que le manager est vraiment dans une position extrêmement contraignante. Il a une hiérarchie supérieure avec des enjeux auxquels le manager doit se confronter auprès de ses équipes. De pouvoir justement travailler sur l'entourage de la situation permet d'être à côté, de mieux soutenir une posture qui souvent apporte énormément de pression. Et ce qui n'est pas le cas dans toutes les postures hiérarchiques. Il y a vraiment quelque chose de très précis par rapport au manager où je sens qu'il y a une pression énorme qu'il faut souvent accompagner parce que c'est pas facile. Ton approche consiste entre autres à utiliser le corps et l'imaginaire au service d'une action, comme par exemple la prise de parole en public. Est-ce que tu peux nous détailler ce qui est à l'œuvre dans ton approche concrètement ? L'approche que j'ai mis en forme, c'est d'être extrêmement flexible. Vraiment, il y a un travail à la table, par exemple, extrêmement structuré sur la connaissance de l'écrit, de la syntaxe, du texte, quand on travaille sur une prise de parole en public, qui permet vraiment de comprendre le sens. Et après le sens, il y a tout ce qui n'est pas dit. On va aller dialoguer avec la personne sur les potentiels de langage qui sont les siens, qui sont au-delà, quelque part, du texte, du mot. Si une personne écrit son discours, elle a un choix de mots extrêmement précis qui la détermine, elle. Donc là, tu parles du champ sémantique, du champ lexical, voire du champ symbolique, des choix en fait que l'auteur du discours met en exergue à travers le discours. Oui, il y a vraiment une notion linguistique de formation du langage qui vient de la culture dans laquelle on a évolué, de la culture aussi de l'entreprise. Est-ce qu'on arrive à trouver un langage commun ? J'établis vraiment un cadre de travail où je pose énormément de questions sur les besoins, les améliorations de façon assez précise, où la personne se voit, où elle se projette quelque part. Le but est de voir si on est dans un sens cohérent et d'apporter les outils qui sont nécessaires à cette personne. Comment sont utilisées les émotions dans ton travail ? Je n'utilise pas les émotions. Je ne travaille jamais sur les émotions. Les émotions, elles viennent
ou pas. Je travaille sur ce que la personne essaye d'insinuer dans le discours. Et quand on cherche à créer du sens, on ressent des choses. Moi, j'ai beaucoup plus m'attarder sur le ressenti que sur le résultat émotionnel de ce qui va être dit. Donc la portée émotionnelle, c'est pas forcément ta focale d'intérêt, mais par contre, le ressenti qui peut être généré par l'écrit, c'est quelque chose sur lequel tu es plus attentive. Oui, parce que c'est là où les images se partagent. Et on n'essaye pas de donner un résultat émotionnel. Ce qu'on essaye, c'est de travailler sur le sens de ce qui est transmis et de voir comment l'adresse, la personne à qui on s'adresse, va pouvoir le recevoir. Plus on est ancré sur une raison de le faire, une raison qui nous semble claire, plus il y a un travail sensoriel, donc c'est la part dont on ne parle pas quand on est dans l'écrit, qui va transparaître. Et cette part sensorielle, elle crée de l'émotion. Mais on ne va pas diriger l'émotion qui semble la plus pertinente. On ne sait pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'on travaille quand même sur une part assez inconnue. Quand des acteurs cherchent à pleurer, à rire, etc., ce qu'on peut perdre en travaillant l'émotion, c'est la sincérité et la réalité du geste. Donc, à chaque fois que je travaille sur un discours, quand il est bien tenu, quand il est posé, quand la voix est entendue, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre émotionnel. Mais en aucun cas, mon but était de travailler sur cette émotion. En tant que coach, en général, on fait attention à ce que le client soit aligné entre la tête, le cœur et le corps. Et qu'effectivement, au moment où il prononce le discours, il soit bien en lien avec effectivement le sens du discours, mais qu'il soit aligné en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que s'il ressent une émotion de colère vis-à-vis du discours qu'il doit porter parce qu'il n'a pas envie de le porter, ça va pas être le même impact que si effectivement il exprime la colère dans son discours en expliquant pourquoi ça le met en colère de devoir dire ça, par exemple. Oui. Si jamais on est en décalage, et ça se voit physiquement, entre la forme du discours verbal et la forme corporelle, on appelle ça du psychophysique. Et ça se voit dans toutes les conversations. Regardez de loin des personnes et écoutez ce qu'ils disent, vous allez voir que parfois, le discours ne se tient pas à ce qui est dit dans les gestes. Et ça se ressent tout de suite. Notre rôle en tant que coach en particulier sur de la prise de parole en public, c'est d'être extrêmement vigilant, donc à l'écoute de son client, pour que on donne un retour très sincère sur qu'est-ce qu'on voit. Parce que nous sommes l'adresse à ce moment-là. Et l'adresse reçoit. Elle va recevoir beaucoup plus la colère que le texte. Soit on évacue, on a un espace dans lequel on laisse partir la colère. La personne parfois apprend à laisser exprimer un sentiment. Et à partir de là, on jauge si c'est pertinent de pouvoir accompagner cette sensation parce qu'elle est potentiellement vécue par d'autres au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, au sein du comité, et de voir si justement il n'y a pas un déclencheur qui permettrait de sortir de ça. Aussi, c'est beaucoup lié à l'objectif, par exemple, du discours. S'il y a un objectif qui est clair, si la sensation derrière ne suit pas, ça veut dire qu'il faut revenir souvent sur l'objectif en disant « est-ce qu'on est bien d'accord ou pas ?» Est-ce que tu fais aussi de l'accompagnement pour les interventions télévisuelles, sur des plateaux télé, par exemple, dans des émissions ? Oui, moi j'ai travaillé aussi avec des journalistes, à CIFAP par exemple, dans lesquels on accompagnait les premiers plateaux. Sur du média training que je pratique, l'idée c'est de prendre tous les paramètres techniques de logistique. La projection est pas la même parce qu'il faut que la personne soit très au clair sur l'adresse parce qu'elle n'est pas là. Et donc qu'elle soit aussi très alignée. L'hyperprésence des images fait qu'une intervention télé ratée peut avoir un impact très négatif pour la personne. Il faut quand même un minimum de préparation. Il y a certaines personnes qui sont quand même nettement plus à l'aise. Et on voit, c'est des gens qui sont passés par de la scène. Moi, je travaille avec 2 exécutifs qui ont des vocations, un de musicien, un autre qui fait du théâtre amateur de façon très assidue. C'est un énorme atout. Quel rôle joue le rationnel, la tête, dans ton approche ? Mais il est important parce que c'est un premier langage avec lequel on va discourir sur les paramètres de la séance. C'est toujours une question d'équilibre. C'est de voir si celui-ci prend toute la place ou au contraire, si celui-ci à un moment arrive à se mettre un peu en retrait, va permettre à d'autres parties de la personne de se révéler. Parce que dans aucun des coachings, que ce soit de la cohésion d'équipe, de la prise de parole, de la communication de crise ou même de la direction d'acteurs, il y a toujours un moment dans lequel
une part de non-dit va être ramenée parce que elle est chargée de sens et d'informations sur ce qui est en train de se passer. Donc, que ce soit dans l'apport artistique que dans l'apport de coaching professionnel, il y a une partie aussi dans le coaching professionnel, suivant les différents modèles, qui est extrêmement intuitive et qui s'intéresse au sens des choses, qui s'intéresse à ce qu'on entend à différents niveaux, à différents degrés, et qui va pouvoir être utilisé. On peut pas, je pense, ne travailler qu'avec le mental. On est sur quelque chose qui va être très limité. Alors, quels sont les apports des techniques du théâtre dans ta pratique du coaching ? Il y a plusieurs outils. Il y a les outils verbaux, il y a les outils vocaux, qui sont le son indépendamment du texte, il y a les outils corporels et il y a l'espace. Donc on est sur plusieurs aspects que je vais faire participer suivant la situation. L'aspect corporel, qui est souvent quelque chose auquel on ne pense pas. Moi, j'ai affaire à des gens avec une expertise très affûtée, mais pour qui parfois, rapporter le corps à la situation est un effort considérable. Et du coup, le fait de leur permettre de réintégrer quelque chose qui leur appartient, c'est de la réintégration. Toujours en expliquant le lien entre ce que je dis et comment je le dis. Et après, j'aime beaucoup déplacer le problème, c'est-à-dire de ne pas centrer sur un travail acharné sur le corps si la personne est trop raide, mais au contraire, d'initier l'espace. D'utiliser le lieu va permettre au corps de s'articuler. On arrête quand quelque chose ne s'articule pas. Donc c'est du moment à moment qui nous permet de voir et de retenir sur ces petits détails de la séance de travail, ce qui nous sert à mieux intégrer le corps. J'entends qu'il y a 4 dimensions dans ton approche, le texte, le verbe, ensuite il y a la voix, le charisme vocal en quelque sorte, le corps, et puis l'espace. Et c'est en fonction de l'analyse de ces différents paramètres que tu vas effectuer avec le client que tu accompagnes, que tu vas l'inviter par différents exercices à explorer la dimension qu'il utilise le moins par exemple ? Oui, par exemple, c'est de voir à quel niveau sont ces différents domaines et de voir comment il les utilise, s'il les utilise, de pouvoir créer une unité que lui va pouvoir maîtriser. Il s'aperçoit qu'il est son propre chef d'orchestre. Moi, je suis juste là pour réitérer certaines valeurs. Et tout d'un coup, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on croit être quelque chose d'un peu évasif dans la création, que ça n'est pas palpable, où ils s'aperçoivent que non. Un travail d'acteur, c'est un travail extrêmement précis. C'est quelqu'un qui est un peu comme un sportif de haut niveau. Donc du coup, il y a quelque chose d'assez rassurant quand on apprend à mieux utiliser ces outils, qui est la clarté et le potentiel qu'ils peuvent apporter au cadre. Alors, pour quel type de problématique utilises-tu cette approche ? Si c'est pour un accompagnement individuel, on est sur une difficulté à communiquer son propos, sur une endurance à pouvoir formuler les choses, à pouvoir se faire comprendre. Souvent, ce que j'ai sur certains exécutifs avec lesquels je travaille, c'est pas eux qui rédigent la totalité du discours. Et du coup, de pouvoir créer des liens pour que ça reste dans l'humain et pas dans quelque chose qui soit tellement haut dans le rationnel qu'on en perd l'accessibilité. Sur les équipes, c'est de la cohésion d'équipe, de la proximité d'équipe. Quand on parle par exemple d'interculturel, de savoir travailler ensemble. Là, ces derniers temps, il y a énormément sur la notion de parité. Je me suis intéressée ces derniers temps aussi sur la notion de handicap en entreprise. C'est toujours une sorte de compréhension d'un état des lieux ou comment les gens apprennent à dialoguer avec leurs différences. Alors, les accompagnements que tu pratiques sont-ils plus collectifs ou individuels ? Ou les deux d'ailleurs ? Je suis amenée à travailler sur des équipes quand il y a un projet commun d'équipe auprès, par exemple, d'une clientèle, si c'est des vendeurs. On demande à travailler sur un outil précis qui va être utilisé, généré pour l'équipe. Ça, c'est une partie des missions proposées en équipe. Et pour l'individuel, on est vraiment sur des formations de discours sur lesquelles on approfondit le fond du discours et de trouver le rapprochement entre le langage de la personne et le langage de l'entreprise. Et travailler sur l'aspect psychophysique, c'est-à-dire sur la personnalité qui souvent est beaucoup mis en retrait. C'est des gens qui sont très très peu connus finalement de leur environnement d'entreprise. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une envie, une intuition d'aller dévoiler un peu plus de naturel, convoiter des zones de proximité. Donc il n'y a rien de mieux que de pouvoir échanger avec l'autre sur ce qui nous affecte, ce qui nous touche. Et quand on parle de vision commune, c'est d'être au clair sur qu'est-ce qui me pousse à aller vers ce sens-là. Alors s'agissant de l'équipe des vendeurs que tu viens d'évoquer, quel type de travail leur as-tu proposé ? Donc on a travaillé sur deux choses, sur l'idée d'écouter, donc c'est du silence.
Et après, c'était de pouvoir travailler sur sa voix. On avait pris l'angle de travailler sur l'aspect vocal pour comprendre ce que c'était que de parler. J'ai d'ailleurs écrit un booklet dessus qui s'appelle Pave the Voice, donc Pave, P-A-V-E, posture, ancrage, voix, éloquence, qui permet d'avoir 4 fonctions précises avec des exercices, mais qui permet surtout de comprendre si on parle, c'est pour que ce soit transmis à l'autre. Ça évite finalement une sorte de formation intellectuelle interne qui est de trop en dire, de ne pas assez en dire et de se perdre dans son propre univers, mais au contraire d'être beaucoup plus ancré dans le moment. Et comment ils ont perçu la formation? Parce que pour un vendeur, le fait de faire silence, c'est pas intuitif quand même, a priori. Non, c'était très intéressant de les sortir de leur propre environnement pour quelque part les challenger. Alors quand je dis challenger, c'est pas confronter, c'est vraiment se trouver dans des circonstances un peu inconfortables pour mieux trouver l'équilibre. En tant que coach, aussi bien dans le théâtre qu'en entreprise, quand j'ai affaire à des gens qui sont beaucoup portés sur des discours, donc ils élaborent énormément de langage et ils travaillent énormément sur leur voix, mais très très peu, à moins d'être chanteurs, connaissent leur organe vocal. La capacité, ne serait-ce que intuitive, de mieux comprendre nos organes permet de mieux les utiliser et de mieux en connaître la puissance. Donc on est sur quelque chose de totalement ancré, mais qui a permis vraiment, encore une fois, de leur donner les moyens de mieux connaître leur environnement. Et un peu par surprise, parce que je pense qu'ils n'auraient pas pensé d'eux-mêmes à ça. Lorsqu'on parle de coaching d'acteur, on a tous en tête une scène avec effectivement un acteur qui travaille et puis la personne qui le fait répéter et les autres acteurs qui sont autour. Ça, c'est pour effectivement du coaching d'acteur tel qu'on le perçoit dans notre imaginaire. Dans le cadre de l'entreprise, est-ce que c'est devant les autres? Comment ça se passe précisément? Alors ça dépend de la relation avec l'équipe. Ça dépend du terrain de confiance. Un exécutif, par exemple, qui est dans une équipe très soutenue, dans lequel il est beaucoup plus dans le partage, donc beaucoup plus dans l'ouverture des échanges, crée quelque chose de beaucoup plus enraciné. C'est lié à une certaine audace d'avoir des personnes qui osent aller vers des moments qui semblent un peu plus incongrus, un peu plus déstabilisants. Mais je pense qu'on a profondément besoin de ça en entreprise. Des gens qui apprennent à jouer avec certaines situations, de se laisser voir, de se laisser paraître un peu différemment. Mais du coup, c'est comme un échantillon représentatif de l'adresse du futur public du discours en question, par exemple. Voilà, par exemple pour des entreprises de luxe qui cherchaient à participer à des concours, j'ai demandé à ce moment-là à ce que leur équipe vienne voir le déroulement du discours. Parce que souvent, dans des environnements que je connais moins, je trouve ça intéressant, indépendamment de mon retour sur la posture, d'avoir des gens qui ont une traduction très claire du langage technique et comment il va s'accompagner du travail que moi je fais avec la personne. Donc c'est toujours un atout, si le client est d'accord, de pouvoir avoir des gens qui vont regarder, observer, donner un retour. Il y a un certain cadre, un certain retour à faire, on le fait pas n'importe comment. C'est pas de l'appréciation subjective. Ça devient un public qui va ressentir des choses. Moi, je parle énormément en ressenti. À partir du moment où un être humain s'exprime, il va se passer des choses dans l'imaginaire de la personne qui reçoit le discours. Donc on s'adresse à cette part imaginaire qui est très très forte et qui du coup permet de traduire la façon dont cette personne va entendre le discours. L'intérêt, c'est d'être en accord, indépendamment des différentes visions, sur le sens et l'objectif qu'on a du discours. Est-ce que la personne l'a reçu tel qu'on l'a écrit, ou au contraire, est-ce qu'il est interprétable? Mais c'est aussi beaucoup le cas sur ce que la personne transmet indépendamment du texte. Ce que j'entends aussi au travers de tes explications, c'est qu'il ne s'agit pas de théâtraliser le discours, mais de le rendre plus vivant, plus congruent, à travers des exercices qui peuvent être proposés à l'acteur, mais pas dans un objectif de le théâtraliser ce qu'il a à dire, mais juste de le rendre plus pleinement présent. Je pense que le texte est un troisième bras. C'est un muscle en plus, mais en aucun cas, il est prioritaire sur la présence même de la personne qui le dit. Quand vous allez au théâtre, l'acteur, avant de parler, vous le voyez. L'intuition de pouvoir recevoir quelque chose se passe sur l'espace qu'il traverse. Je pense que les bons orateurs ont un lien intrinsèque entre le désir de se rapprocher de la personne à qui on parle et les mots qu'on va employer. Pour que justement, le mot, peut-être aussi barrage, ne le soit pas, mais soit au contraire un canal en plus qui nous permet de pouvoir se rapprocher de l'autre. Pleinement présent et en cohérence totale avec, pour un acteur, l'œuvre,
Et pour un chef d'entreprise ou une personne qui travaille dans une entreprise et qui doit délivrer un discours avec son entreprise, avec le sens, avec la valeur de son entreprise. Il y a toujours un lien universel dans un discours entre ce que je dis à mon équipe et le sens que ce nom, cette entité porte. Et l'idée, c'est de constamment pouvoir créer ce lien pour que on soit dans quelque chose d'unifié, plutôt que d'avoir des éléments extrêmement disparates, extrêmement complexes que finalement on va pouvoir comprendre d'un point de vue intellectuel, mais pas sensoriel. Albert Mehrabian rappelle que seulement 7% de l'attention d'un public va vers le discours lui-même. Il y a 38% qui va vers le charisme vocal et le reste, c'est-à-dire 55%, vers les gestes, vers le corps. Oui, moi je n'hésite pas à révéler à mes clients tout ce qui n'est pas dit, mais qu'on voit. Parce que tout ce que vous n'allez pas dire sera vu ou perçu. Donc au mieux, c'est d'être le plus honnête sur le texte, mais aussi sur ce qui se passe au-delà du texte. Et c'est pas du tout impalpable, au contraire. Ce sont des actions qui sont faites, mais que on n'intègre pas dans la portée du moment. Et le fait de dire aux gens, à ce moment-là, moi je sens ça, alors que vous dites ça, ça n'a pas de sens. Pour qu'elle puisse déjà avoir une observation sur son propre travail, tout ce qu'on ne veut pas montrer va se voir. Autant être clair, travailler avec les erreurs, c'est très important. La première chose que je fais quand j'ai affaire à quelqu'un qui est dans le résultat parfait, je leur demande de faire des erreurs et j'en propose. J'utilise par exemple certains textes qui sont plutôt bien écrits, mais sur lesquels on va avoir un sous-entendu. Ça ramène de l'humour. Comment on déclenche des leviers auxquels on n'a pas pensé. Les bons orateurs savent rebondir sur les erreurs. Et moi, j'ai même eu, par exemple, dans un discours qui avait été très très bien adressé, quand j'ai demandé aux personnes qui étaient dans la salle ce qui les avait le plus touchées, c'était parfois des moments de silence et des moments incongrus où l'orateur s'est mis à rire. Ça a touché. Ça a touché même plus que les mots. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors à présent, Carole, je te propose de lire le texte que tu as choisi pour faire une pause dans notre entretien. J'ai choisi un court texte de Peter Brook, qui est metteur en scène, acteur, réalisateur et écrivain britannique. Le titre est en anglais, il n'y a pas encore de traduction française, qui s'appelle Tip of the Tongue, Reflections on Languages and Meaning. Ça n'existe pas, le mot juste. Il n'existe qu'un espace juste, qu'une présence et une situation juste pour dire des mots qui le deviendront. Nos vies manquent de silence. Elles manquent de bon silence, pas un silence de mort, mais un silence de vivant. Un silence qui donnerait envie aux mots d'arriver encore, même si on les a déjà tous utilisés. On a perdu la partie quand on ne parle plus que pour répondre ou réagir. On a gagné quand on a recréé du vide avant de parler. Comment on peut être écouté? Comment on se fait entendre? Qu'est-ce qu'on dit dans cet espace? C'est notre responsabilité de réussir à faire silence, un silence de vivant, pour préparer le mot qui sera juste. C'est un très beau texte de Peter Brook. Est-ce que ça s'inscrit dans sa recherche de théâtre immédiat? Oui, il a une technique de travail qui est très particulière. Il est toujours prêt à réinventer ce qui a déjà été fait, même si ça a été bien fait. La première notion qu'on a, c'est de la peur, de se dire mais on va être confus. Et en fait non, il y a un ancrage interne qui se place et qui permet justement de jouer sur l'imprévu du moment pour que rien ne soit comme ça l'a déjà été. Mais le sens de ce qu'on est en train de faire reste là. Et c'est là où il est très précis dans son travail. Peter Brook a aussi cette particularité d'aimer travailler dans des espaces vides. Pas de décor, pas de faux semblants. Et il va justement rajouter quelques accessoires qui semblent importants pour l'acteur, mais sans que ce soit représentatif d'un lieu. C'est-à-dire le rideau rouge, par exemple, pour Peter Brook, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tout espace peut être théâtre. Et ce qui est le cas d'ailleurs même en entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une scène, dans un espace, on crée un décor à travers cet espace. Alors précisons peut-être que tu as participé, tu me le partageais tout à l'heure, à des ateliers avec Peter Brook. Oui, des ateliers d'acteurs. Une de mes supervisions, c'est de continuer à travailler avec des professeurs de théâtre, soit pour stimuler des outils que j'ai déjà acquis, soit c'est pour me confronter aussi à ce que vit l'acteur aujourd'hui.
ou à ce que vit quelqu'un qui passe sur scène. Moi, c'est une façon un peu physique de pouvoir me dire, en me testant, comment je comprends ce par quoi l'autre passe. Je pense qu'être acteur aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qu'avoir été acteur il y a 50 ans. Pareil pour un discours, les demandes, les nécessités ne sont plus du tout les mêmes. Donc c'est de pouvoir être en relation avec son temps. La rigueur dont un tel personnage fait preuve sur une carrière si longue dans laquelle il a exploré différents environnements théâtraux et différents lieux géographiques me permet toujours de retrouver dans ces outils l'outil universel qui n'est pas que lié au théâtre, mais qui est lié à toute personne souhaitant adresser un message. C'est très inspirant. Proposes-tu des ateliers de jeu aux entreprises dans le cadre de séminaires, par exemple ? J'en propose et il y a une demande, une certaine envie de la part des managers de vouloir vraiment une sorte d'excellence. Par exemple, dans l'environnement du luxe, dernièrement, on m'a demandé pour trouver une certaine confiance, mais une confiance appuyée, c'est-à-dire de prise de décision de chacun dans lequel on va autoriser à proposer des choses qui sortent un petit peu du moule. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est un stage d'action scénique. J'ai le clown aussi. Le clown, c'est intéressant d'avoir un protagoniste qui travaille sur la dérision, qui travaille sur le quatrième mur. Donc le quatrième mur, c'est là où se place l'adresse, mais justement qui va jouer des regards. Du coup, pour démystifier des situations qui sont un peu délicates à gérer. Et il y a évidemment une grosse part de ce que je propose et que je structure sur les improvisations. Quels sont les accompagnements emblématiques que tu as menés et dont tu pourrais nous parler en préservant l'anonymat évidemment de tes clients ? Les plus emblématiques, c'est souvent pour moi des effets de surprise. Par exemple, pour un CEO, de faire vraiment un 180 degrés, faire le choix de l'honnêteté auprès d'un objectif de diminution des effectifs et d'aller parler à ses équipes et de leur expliquer pourquoi. Ça a permis de revisiter les raisons, de voir ce qui était possible ou pas. On a essayé de voir qu'est-ce qui pourrait être entendable, qui n'avait pas été considéré au départ. Donc il y a quand même une prise de décision que j'ai trouvée extrêmement courageuse. On parle d'un virage en fait, parce qu'initialement il n'avait pas envisagé de faire ça, ou alors on lui avait suggéré un discours tout autre ? On avait suggéré le discours de ne rien dire. Ah oui. Ouais, de ne pas en parler pour le moment, en attendant que. Et lui a préféré le choix de faire confiance. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je sentais dans sa posture qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus vrai. La résonance que j'ai eue à ce moment-là, c'était de lui dire, si vous sentez comme ça et que moi je le reçois comme ça, ils vont parfaitement l'entendre. C'est absolument entendable et légitime et justifiable. Et responsabilisant, parce que j'imagine qu'il y avait aussi la nécessité de ne pas ébruiter ce qui était dit à ce moment-là. Oui, responsabilisant parce que voilà quelqu'un qui est dans sa posture, extrêmement adulte, et qui se nourrit de la situation pour faire au mieux. Et après, sur des coachings individuels, ce qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui est scindé en fait entre son mental et le corps, et de voir quelque chose comme ça tout d'un coup se révéler. Tu veux dire quand il se réapproprie la dimension corporelle de sa parole, c'est ça ? Oui, quand il s'y autorise, et qui fait que tout d'un coup, la personne, elle prend possession complètement de l'espace, et du coup, on la voit. Alors, est-ce que tu aurais un autre exemple d'accompagnement professionnel que tu aurais mené récemment ou pas d'ailleurs ? Quelque chose qui s'est avéré assez ludique à explorer avec un CEO d'une entreprise de luxe qui devait proposer un discours auprès de ses investisseurs. Donc une partie du discours avait été développée par les financiers internes. Il était très très insatisfait de sa prestation, mais sur un mode un peu incontrôlable parce qu'il se reprochait beaucoup son physique, d'être pas très grand. Et on a travaillé sur la démarche, on a travaillé sur le corps indépendamment du texte, où vraiment on a passé très peu de temps sur le texte au départ, pour juste qu'il puisse sentir la grandeur qui est la sienne, si on parle de grandeur physique, de quelle grandeur implicite on peut parler, de revisiter un petit peu ces champs comme ça de perception. Et ce qui est très intéressant pour quelqu'un qui ne se voit pas du tout d'une certaine façon, c'est vraiment de regarder sur un miroir et de voir quelqu'un d'autre. C'est assez jubilatoire quand même. Dans le cadre de ce CEO en particulier, ça lui a fait du bien, ce travail de réappropriation de ses propres potentiels, de ses propres potentialités corporelles en fait ? Ça a été très intéressant, en particulier sur la légèreté qu'on a pu trouver à ces perceptions-là. Il y a une sorte comme ça de décomposition, en fait, de quelque chose d'inatteignable, qu'on arrive à reconstituer, et vraiment avec une sorte d'humour qui s'est laissé transparaître dans le discours et qu'on a amené, et qui a été extrêmement productif pour le discours. Et le discours, pour certains,
est une zone bancale. On projette de faire dans une sorte de perfection et de comprendre qu'un discours n'a pas de perfection. Donc c'est d'être à même de pouvoir s'utiliser au mieux, plutôt que de projeter sur des choses qu'on n'est pas. Chacun a sa propre signature. Dans les accompagnements télévisuels, la place du corps, elle est encore plus proéminente. Il y a la prise de conscience de voir, suis-je dans l'ouverture, donc prête à recevoir l'autre, ou suis-je au contraire étriquée et finalement ne permettant pas à l'autre d'avoir accès. Et ça se perçoit aussi bien à l'écran qu'en présentiel. Tout se joue sur quelque chose qui est beaucoup plus intériorisé, où on est moins dans le mimétisme de pouvoir utiliser une gestuelle corporelle où on va beaucoup plus intégrer. Donc il faut que ça passe par une expressivité du visage où on va aller beaucoup plus recentrer ce qu'on fait, mais un peu différemment. Mais pour que ce soit quand même visible, parce que tout se perçoit à l'écran. Alors, quels sont les plus grands bénéfices permis par le développement de la conscience du corps ? Dans des environnements qui sont extrêmement techniques, dans lesquels il y a un langage cérébral très affûté, ce que je trouve intéressant quand on approche le corps, c'est de revenir déjà à des mots corporels. Moi, je travaille beaucoup en tonicité sur des mouvements dynamiques qui sont très répétés. Dans la répétition, ce qu'on a, c'est un lâcher. C'est pas du tout intellectuel, c'est un travail vraiment d'ancrage sur lequel on travaille sur une respiration tonique et sur un geste. Comme je travaille dans des environnements dans lesquels moi je ne suis pas experte, je vais m'attacher à tout ce qui est vu et ressenti au-delà de leur expertise, dont ils n'ont pas forcément conscience. Chacun a une gestuelle, une sorte de signature. Mais l'idée, c'est de vraiment favoriser la visibilité de cette gestuelle. Un exemple intéressant, c'est de faire le discours sans mots, dans lequel on est sur une forme psychophysique de « qu'est-ce que je dis ?» Alors au début, la personne a l'impression de faire des gestes, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une chorégraphie derrière qui se passe. Et c'est intéressant de regarder des discours et d'enlever le son, et de voir ce qu'on reçoit à travers ça. Sur les films muets, il y avait toute une histoire qui se racontait. Donc l'expressivité de la personne ou l'absence d'expressivité dit quelque chose. Moi, je travaille beaucoup sur la lecture du langage corporel. Et quel frein ou quel type de résistance rencontres-tu le plus souvent avec les clients que tu accompagnes ? Moi, j'appelle ça des feux rouges. Il y a de la résistance qui se dissipe à partir du moment où on revisite les croyances qui sont déjà établies avant qu'on ait commencé le travail. Et surtout quand il y a une résistance, soit dans la critique, ça, j'arrive pas parce que ça marche pas. Je creuse à ce qu'on m'explique pourquoi. Parce que moi, je suis d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord. Donc ça, c'est un des premiers leviers qui, parfois, peut prendre un peu de temps quand on est vraiment dans des situations un peu difficiles. La grande contrainte, c'est quand on est en tripartite, je pense, et que moi, j'interviens parce qu'il y a une demande externe au coaché et sur laquelle la personne a le sentiment qu'on lui impose ça, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis extrêmement sensible et vigilante à ça pour trouver un terrain commun. Ce qui est bien, c'est que tu parles de feu rouge, donc le feu peut passer au vert. D'où l'idée, de travailler sur des feux rouges qui ne restent pas systématiquement au rouge. C'est pas des voies sans issue. Oui. Après, si la personne n'est pas d'accord avec le cadre, à ce moment-là, oui, ça peut poser un problème. J'aimerais revenir sur l'intimidation que peut engendrer l'imaginaire lié à l'acting. C'est-à-dire, effectivement, moi, en tant que client potentiel, je peux me dire à un moment donné, oh là là, mais si elle me demande d'aller sur scène, peut-être que je vais être intimidé. Donc il y a aussi cette phase de réassurance par laquelle tu passes peut-être avec tes clients. Quand il y a une sorte d'appréhension comme ça, de quoi a-t-on vraiment peur ? Parce que la projection de la scène recouvre plein d'éléments qui n'appartiennent pas à l'environnement du théâtre, mais beaucoup à ce que la personne perçoit. Et souvent, on arrive quand même au résultat de c'est la peur du ridicule. Et je me mets beaucoup en pratique, moi. Là, par exemple, pour des équipes, je n'hésite pas à plonger, à montrer et à me tromper. Donc, je n'arrive pas avec une science infuse. L'idée de continuer à me faire accompagner en théâtre, etc., c'est de me confronter à avoir les mains moites, à avoir peur, à comprendre ce que c'est que l'incertitude et cette notion de ridicule qui est quand même assez plaquée dans notre société. C'est-à-dire que d'être ridicule, c'est vraiment terrifiant. Et ben moi, j'apprends que non. Ça crée quelque chose de vraiment équitable. Je ne connais pas plus. C'est ça un travail de moment à moment. Je le fais en même temps et potentiellement moi aussi je vais me tromper. Mais parce que dans l'erreur je vois des portes, ça ne s'arrête jamais. Dans le cadre de tes activités diverses, ateliers pour les acteurs, mise en scène, quelle place occupe le coaching professionnel ? Il est de plus en plus large, depuis 5 ans à peu près. Puis je travaille quand même avec beaucoup d'agences qui me dirigent vers des secteurs très disparates.
Comment tu définis ton ADN en tant que professionnel de l'accompagnement ? Je me titre pas coach parce que je sens encore que la notion vraiment de coaching professionnel en France est en marche, mais quand même assez inconnue. Mon titre, c'est consultante. Je suis spécialiste de la prise de parole. Alors, dans ce positionnement spécifique qui est le tien, comment fait-on pour choisir son superviseur ? En as-tu plusieurs ? Oui, j'en ai plusieurs. Pourquoi ? J'ai toujours des coachs de théâtre, mais par exemple, j'ai fait beaucoup de la direction d'acteurs, qui n'est pas exactement du coaching d'acteurs, c'est-à-dire que j'accompagne des réalisateurs ou des scénaristes à diriger des acteurs. Donc à ce moment-là, je vais voir un coach qui est spécialisé en direction d'acteurs. Et après, j'ai mon superviseur professionnel, qui est un coach et superviseur, spécialisé en agilité, ce qui n'est pas du tout mon domaine. Mais justement, parce qu'il est dans d'autres environnements, il permet d'avoir une expertise totalement différente de la créativité comme je la conçois. Et m'aider parfois à comprendre des langages techniques qui sont pas forcément les miens, mais comme je travaille en entreprise, l'idée c'était de pouvoir avoir une supervision assez claire sur toutes les formations d'entreprise auxquelles moi je n'avais pas prise. Et la dernière supervision, parce que je continue encore une formation en psychanalyse, encore une fois pour comprendre bien la notion de mon cadre entre ce qui appartient au coaching professionnel, ce qui appartient à l'art et ce qui appartient au psyché de l'autre. Alors, la crise sanitaire a bouleversé notre rapport au corps. Quelles sont les conséquences, selon toi, de ce bouleversement et que préconises-tu pour repenser notre rapport au corps ? Je suis en train de regarder toutes les recherches qui sont faites sur le sujet pour bien comprendre la portée. Parce que je pense qu'on est encore dans une situation d'endurance, à ne pas avoir assez de recul pour vraiment comprendre comment ces nouvelles fonctions vont pouvoir se mettre en œuvre. L'idée de comprendre ces paramètres sanitaires tout en gardant accès à une forme de créativité entre qu'est-ce qu'on peut réinventer d'autre est très importante. Et j'incite vraiment tous les professionnels de l'accompagnement de créer des zones de partage dans lesquelles chacun va pouvoir échanger sur les idées, les potentiels, les vécus, pour qu'on puisse recourir à différentes propositions. Et en quoi ton approche pourrait contribuer à faire évoluer la société en mutation depuis le début de la crise sanitaire, justement ? Le fait d'être beaucoup plus en contact de soi, de bien comprendre d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue corporel où est-ce qu'on se place à ce moment-là, permet quand même d'être plus à même de recadrer les environnements dans lesquels on travaille. Alors, comme d'habitude, avant notre entretien, je t'ai proposé de choisir une chanson qui incarne symboliquement ton approche, et je te propose d'en écouter un extrait à présent. Alors, il s'agit de Six Pianos, qui est une œuvre du compositeur américain Steve Reich, écrite en 1973 pour un ensemble de 6 pianos. Pourquoi ce choix, Carole ? J'aime beaucoup travailler en musique pour les préparations corporelles. Et le meilleur moyen de travailler sur le son, c'est justement d'oublier la parole. Donc de se retrouver sur des mouvements d'instruments. Ce qui est intéressant dans ces morceaux, c'est l'idée de répétition, justement, mais jamais pareil. C'est des morceaux qui sont assez longs, qui peuvent durer entre 6 et 53 minutes. Ça permet de redescendre et de se retrouver sur les pieds. Steve Reich a beaucoup travaillé avec une chorégraphe belge qui s'appelle Anne de Keersmeken, qui a une compagnie théâtrale qui s'appelle Rosas, et dans laquelle il a créé plusieurs morceaux pour certaines des chorégraphies, et qui sont très intéressantes en termes de dimension spatiale du corps et la façon dont les danseurs vont jouer de la répétition sans que ce soit jamais la même chose. Il fait le pont entre les arts effectivement de la danse et les arts musicaux. Oui, il a des rencontres qui sont
très en relation avec d'autres environnements artistiques, mais il a aussi des morceaux sur lesquels un mot va être répété. Dans la répétition, le mot fait écho à d'autres entendables. C'est joli que tu aies choisi un morceau qui fait le pont entre différents univers, comme toi tu fais le pont dans tes accompagnements entre les comédiens et les professionnels de l'entreprise qui cherchent à améliorer leurs capacités. Oui, c'est toujours des sauts. C'est des sauts parce qu'on a l'impression que des fois que c'est éloigné, et puis fondamentalement on s'aperçoit pas tant que ça. Je pense qu'on a besoin de proximité, de trouver le global dans la meilleure forme du mot. Est-ce que tu crois que ton biculturalisme t'a aidé justement à faire ce pont entre deux univers très différents? Parce que c'est aussi faire le pont entre la culture américaine et la culture française, de la même façon que tu fais le pont entre la culture des comédiens et la culture de l'entreprise et du discours de l'entreprise. Absolument, je pense qu'il y a des antagonismes dans ces deux cultures en particulier que je connais mieux, et la façon dont on perçoit des choses très très différentes. Sur le principe du cérébral, l'intérêt ne se passe pas du tout au même niveau. Il y a quelque chose qui se porte beaucoup sur la théorie en France, qui est beaucoup moins présente, par exemple, sur mes formations aux États-Unis, dans lequel on va tester tout de suite. J'ai trouvé que les deux sont intéressantes. Il y a une part théorique qui est très importante, mais elle n'a de la valeur qu'à partir du moment où elle est mise en pratique pour moi. Tu as un certain entraînement à faire le pont, à faire le lien, le go-between des univers très différents. Dans l'univers artistique, derrière l'œuvre, il y a un message qui porte sur la vision du monde. Et la vision du monde, c'est quelque chose que moi j'ai détaché du corps artistique pour aller le replacer sur d'autres environnements que je trouvais intéressants parce que des choses sont dites. Et du coup, je me suis dit, mais si on arrive à ressortir du sens, à comprendre l'intégralité d'un message à travers un instrument, quelle est la valeur de cet instrument et en quoi et comment peut-il servir à d'autres environnements. Merci beaucoup Carole, merci pour ta participation. Merci à toi. Un coach à la une. Merci pour votre attention. Le podcast Un coach à la une est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadecoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.